Le matin du 4 août 1941, Evelyn Anderson, une serveuse de 26 ans, quitte son domicile du Bronx pour aller au restaurant où elle travaille. Evelyn ne se présente ni à son service du midi, ni à celui du soir, et son corps sans vie est retrouvé le jour même à 21 heures dans une petite allée. L'autopsie est vite réalisée. Elle est morte par strangulation. L'attaque a été tellement violente que les policiers retrouvent la trace des ongles du tueur, qui se sont plantés dans le cou d'Evelyn pendant qu'il l'étranglait. Comme le corps d'Evelyn n'a pas été abusé, mais que ses bijoux, sa montre et son sac à main ont disparu, les policiers partent du principe que c'est un vol qui a mal tourné. L'histoire leur donne raison puisque quelques jours plus tard à New York, les enquêteurs retrouvent la montre d'Evelyn chez un prêteur sur gage. L'homme qui a ramené la montre a signé et il s'appelle Charles Woolfolk. Et devant les enquêteurs, il leur dit que c'est sa petite amie qui lui a demandé d'aller échanger la montre contre quelques dollars. La petite amie est interrogée à son tour par les enquêteurs et elle leur dit que c'est une amie du nom de Mandy Red qui lui a donné la montre. Les enquêteurs vont directement perquisitionner chez cette Mandy Red et là, toutes les affaires d'Evelyn Anderson sont retrouvées. Devant les enquêteurs qui fouillent chez elle et qui sont contents d'avoir retrouvé des indices, Mandy, elle est paniquée. Elle ne comprend pas parce que les bijoux, la montre et le sac d'Evelyn, ce sont des cadeaux qu'elle a reçus de son petit ami de l'époque, Jarvis Cato. Et Jarvis Cato, il est tout de suite arrêté. C'est un Afro-Américain de 36 ans qui est plutôt bel homme, mais qui a des mains qui font vraiment peur tellement elles sont énormes. J'ai même peur de le dire, des mains qui sont parfaites pour étrangler. À peine interrogé par les enquêteurs, Jarvis Cato avoue tout de suite le meurtre d'Evelyn Anderson. Là, les enquêteurs se disent, affaire terminée, c'est bon, c'est fini, on va pouvoir passer à autre chose. Mais Jarvis n'a pas fini de parler. Il dit aux enquêteurs, oui, j'ai tué Evelyn, mais pas qu'elle. J'ai tué au moins 7 femmes à Washington. Et les 7 femmes, je suis sûr de m'en rappeler, je suis sûr de m'en souvenir, mais il y en a certainement un peu plus, mais je m'en rappelle plus. Là, les enquêteurs, ils commencent à se regarder et ils sont choqués parce qu'ils s'attendaient pas à entendre ça de la part de Jarvis. Et Jarvis, pendant ce temps-là, il continue à parler. Alors, je vous explique pourquoi je tue, on m'a jeté un sort et ce sort fait que des fois, j'ai des pulsions et je suis obligé de tuer. C'est plus fort que moi. Selon Jarvis, son premier meurtre était en 1935. Une femme du nom de Florence Darcy qui a été retrouvée morte, abusée et étranglée. Gros problème, c'est que pour le meurtre de Florence Darcy, la justice avait déjà condamné un homme. Et cet homme-là, il est en train de pourrir en prison depuis plus de 5 ans. Cet homme s'appelait James Matthew Smith. Et pour sa mémoire et pour laver son honneur, je tiens à dire qu'il était innocent. Devant les enquêteurs, Jarvis il va continuer d'avouer ses crimes. Le 1er décembre 1939, j'ai tué Joséphine Robinson. Un an après, j'ai tué 2 femmes, mais je ne connaissais pas leur nom. En septembre 1940, j'ai tué Lucy Kidway. Et Matty Stewart, je l'ai tué en novembre de la même année. Ensuite, le 2 janvier 1941, j'ai tué Ada Pooler. Et là, les enquêteurs, mais ils l'écoutent parler, ils se disent, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on ait laissé un homme qui a tué autant de femmes dans la nature et pas inquiété. Et tu sais, en 1940, le meurtre de toutes ces femmes-là, il n'avait fait aucun bruit. Il n'y avait pas un article dans les médias, il n'y avait pas un mot, et même les enquêtes de police, elles ont été très vite bâclées. On a trouvé personne, ou des fois on avait trouvé un innocent qu'on a accusé à tort et on les a mis en prison. Et pourtant, toutes ces femmes, elles étaient mortes de la même manière, étranglées par les grosses mains de Jarvis Cato. Alors là, j'aimerais que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essaies de deviner pourquoi la mort de ces femmes est restée jusqu'en 1941 sous silence absolu. Mets la vidéo en pause et réfléchis. Écris la réponse en commentaire et celui ou celle qui a trouvé la bonne réponse gagne mon respect parce que j'ai pas encore le budget pour vous offrir des cadeaux, malheureusement. Mais je te donne un indice, on est aux États-Unis en 1941. Voilà. À partir de ce moment-là, j'estime que tu as répondu en commentaire et que tu as essayé de trouver la réponse. Le meurtre de ces femmes est resté sous silence car elles étaient toutes de couleur noire. Mais tout va changer le 8 mars 1941 quand Jarvis Cato il va s'attaquer à des femmes blanches. Là, ça va faire beaucoup plus de bruit. Le 8 mars, une jeune femme fraîchement mariée, du nom de Rose Abramovitz, voit Jarvis Cato en train de traîner vers chez elle. Et Jarvis Cato, il fait rien à ce moment-là. Rose, elle est trop innocente, trop gentille. Elle va vers Jarvis et elle lui propose du travail. Oui, c'est un miracle, elle lui propose du travail comme ça. Elle lui demande de cirer le parquet de sa maison en bois. Et dès que Jarvis il est entré dans la maison de Rose, il ferme la porte derrière lui. Il attrape Rose, il l'emmène dans une chambre, il commet l'irréparable et il finit par l'étrangler. Il repart de chez cette pauvre jeune femme avec 20 dollars dans la poche. C'était la somme qu'elle lui avait promis s'il voulait bien cirer son parquet. Déjà, le meurtre de Rose Abramovitz, il a fait beaucoup de bruit. Mais le prochain meurtre de Jarvis Cato, il en a fait encore plus. Le 15 juin 1941, Jessie Strafe, une jeune femme qui a environ 20 ans et qui travaille en tant que secrétaire au ministère des Armées, sort du travail et elle commande un taxi. Ce jour-là, il pleut énormément et elle monte dans une voiture qu'elle croit être son taxi.
Mais pas de chance, elle est montée dans la voiture de Gervis Cato. Et elle s'est tout simplement trompée. Il en profite, il se fait passer pour le chauffeur de taxi, il la ramène dans un garage abandonné. Il abuse d'elle, puis l'étrangle. Il jette toutes les affaires de Jesse dans ce même garage avant de se débarrasser du corps 10 kilomètres plus loin. Quand le corps de Jesse est retrouvé le lendemain, nu et sauvagement agressé, pour les habitants, ça passe pas. Il y a une grosse colère qui monte contre la police, incapable de protéger ses habitants et surtout incapable de retrouver le tueur. Faut savoir qu'avant les confessions de Jarvis Cato, les meurtres de Rose et de Jesse étaient au point mort et non résolus. Jarvis Cato y comparaît devant le juge en octobre 1941 et il est uniquement accusé du meurtre de Rose Abramovitz. Même si pendant le jugement on énumère des preuves évidentes de ses autres crimes à partir de ses propres confessions, des détails que lui seul pouvait connaître à ce moment-là. Arrivé devant le juge, Jarvis il a la parole et il va commencer à se rétracter. Et il va nier qu'il a confessé ses meurtres. Il dira au juge qu'il a été battu par des policiers blancs et qu'il sait que devant un jury composé uniquement de blancs, il n'a aucune chance. Lui qui a tué à peu près 7 femmes noires et 3 femmes blanches, là on l'accuse surtout d'avoir tué des femmes blanches. Il n'a aucune chance et à ce moment-là, le juge réfléchit et il se dit que c'est peut-être vrai que ce pauvre Jarvis est peut-être innocent. C'est faux. Tout le monde dans la salle se dit que cet homme-là est fou et il ne faudra que 18 minutes au jury pour le condamner à la chaise électrique. La légende raconte que le 15 janvier 1943, Jarvis Cato s'est dirigé vers la chaise électrique en chantant. Et il est maintenant au paradis ou en enfer. Merci d'être resté jusqu'au bout et si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur le tueur du Zodiac, elle est incroyable aussi. N'hésite pas, elle s'affiche à l'écran.